tout le monde est tellement content que l'Iran retourne aux négociations que, à mon avis, je peux me tromper, ça va se terminer par le renouvellement de l'accord qui avait été signé en 2015, qui va être renouvelé et qui donne effectivement à l'Iran, dans 4-5 ans, la possibilité d'enrichir légalement tout l'uranium dont il a besoin. Nous avons le plaisir d'accueillir en Zoom ce matin notre ami Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Ancien ambassadeur d'Israël à Paris, en Italie, ancien président du Keren Hayesod. Alors, je voudrais qu'avec vous, nous abordions ce matin 2 sujets importants qui sont d'actualité brûlante, on peut le dire. La décision des Iraniens, finalement, de revenir apparemment à la table des négociations à la fin du mois de novembre avec les grandes puissances et de tenter de renouveler l'accord de Vienne. Et puis, nous allons parler également du budget de l'État qui a été validé, entériné la nuit dernière. Nous essaierons de mesurer les implications politiques de ce vote sur la coalition gouvernementale, sur l'opposition également. Alors, on va commencer par l'Iran. Cette décision, elle est surprenante de la part du gouvernement de Raïssi, alors que l'on avait l'impression que les Iraniens étaient ceux qui ne voulaient pas revenir à la table des négociations. S'ils décident de revenir, qu'est-ce qui se cache derrière cela, à votre avis ? Eh bien, Daniel, si on avait l'impression qu'ils ne voulaient pas revenir, c'est parce que les Iraniens voulaient donner cette impression. Vous savez, les États-Unis, les Allemands, les Français, les Anglais, ils sont novices dans l'art de la négociation, tandis que les Iraniens, ils négocient déjà vendeurs de tapis depuis 5000 ans. Ils se sont fait traîner jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où tout le monde était sûr qu'ils n'allaient pas retourner aux négociations. Pendant ce temps, ils ont enrichi leur uranium à un degré complètement interdit par tous les accords internationaux. Et on ne parle déjà plus de renégocier un nouvel accord. Non. Daniel, regardez, on parle du beau geste que l'Iran a fait de revenir pour renouveler l'accord qui était un mauvais accord. Et là, on présente ça comme une concession iranienne, alors qu'elle a vraiment fait traîner les choses exprès et qu'elle retourne maintenant aux négociations, l'Iran, à ses propres conditions. En fait, vous êtes en train de nous dire que l'Iran n'a qu'un objectif, gagner du temps pour essayer d'obtenir tous les composantes d'une bombe nucléaire ? C'est la politique iranienne, à mon avis. Ils sont très proches maintenant, et même s'ils retournent à l'accord qui a été signé en 2015, il leur suffit maintenant d'attendre 3-4 ans pour officiellement pouvoir enrichir tout le matériel nucléaire dont ils ont besoin. Donc c'est une vraie défaite pour l'Occident, pour une administration américaine qui avait fait ce retour aux négociations une des choses les plus importantes de sa diplomatie, un de ses buts les plus importants. Et maintenant, on retourne, mais on ne retourne pas renégocier un meilleur accord. Essayer de voir comment peut-on empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. On retourne aux conditions de l'Iran pour renégocier le renouvellement de l'ancien accord. C'est tout. Ça veut dire c'est tout. Les Américains... C'est un succès diplomatique iranien. Les Américains, les Français, on va dire aussi, vous pensez qu'ils sont prêts à signer au bas d'un document qui serait exactement le même que celui de l'accord de Vienne de 2015, sans vérifier, sans y intégrer par exemple le dossier des missiles balistiques qui tient beaucoup à cœur à Emmanuel Macron par exemple, ou sans tenir compte par exemple des mises en garde de l'armée, des mises en garde de l'État d'Israël aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a des dialogues de ce point de vue-là. Comme vous, Daniel, je l'espère. Je l'espère qu'il y aura, ou la France, ou Israël, ou d'autres, peut-être l'Allemagne,
des pays qui vont faire pression sur les États-Unis afin que l'on arrive à un meilleur accord. Mais on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Je sais qu'Israël va déployer des efforts parce que, vous saviez, le gouvernement précédent de M. Netanyahou avait dit il vaut mieux aucun accord qu'un mauvais accord. Et donc, il ne s'était pas mêlé des négociations et il n'y avait pas eu pour cela une addition israélienne à l'accord. Tandis que ce gouvernement de M. Bennett, je crois, c'est le son de cloche que j'entends, voudrait, oui, parler avec les Américains pour arriver à un nouvel accord. Je ne sais pas si nous en avons le temps, je ne sais pas si les Américains ont un appétit pour cela. Je ne sais pas si la France est vraiment bien décidée à faire pression sur la question des missiles nucléaires. Tout le monde est tellement content que l'Iran retourne aux négociations que, à mon avis, je peux me tromper, qu'à mon avis, ça va se terminer par le renouvellement de l'accord qui avait été signé en 2015, qui va être renouvelé et qui donne effectivement à l'Iran, dans 4-5 ans, la possibilité d'enrichir légalement tout l'uranium dont il a besoin. Est-ce que cela contrecarre, on va dire, la possibilité d'une opération militaire israélienne ou une opération militaire israélienne conjointe avec les États-Unis ou le soutien des États-Unis contre des installations nucléaires aujourd'hui? C'est-à-dire on abandonne cette option à partir du moment où on reparle avec les Iraniens? Israël n'abandonne pas cette option, non. Quand vous parlez, Daniel, d'une opération avec les États-Unis, je crois qu'il faut oublier de cela. Je ne vois pas l'administration Biden, une administration qui s'est retirée de la façon dont elle s'est retirée de l'Afghanistan. Je ne la vois pas, cette administration, prendre des mesures militaires contre l'Iran. Israël, oui. Israël se garde le droit d'intervenir militairement en Iran si besoin est. Si nous voyons, par exemple, que cet accord se termine vraiment par un désastre diplomatique, je crois qu'Israël, la diplomatie israélienne, doit faire en sorte qu'elle ait les mains libres, et même si ce n'est pas une opération avec les États-Unis, comme je vous l'ai dit, je n'y crois pas, que ça soit au moins avec l'accord tacite des États-Unis. Mais là, c'est vraiment une des dernières mesures que nous devons prendre. Pour le moment, nous devons essayer de faire tout ce que nous pouvons, même si nous n'y croyons pas nous ne voyons pas grande possibilité. Nous devons déployer toute notre diplomatie maintenant pour essayer d'arriver à un meilleur accord. Je suis sceptique sur ce point, mais Israël se doit d'essayer et se doit de réserver pour le futur, au cas où on en aura besoin, l'option militaire contre les installations nucléaires iraniennes. Alors, on va aborder maintenant avec vous, Avi, le second sujet préoccupant, enfin non pas préoccupant, allez, on va dire le second sujet brûlant dont je voulais parler avec vous ce matin, c'est-à-dire le vote du budget de l'État par la Knesset la nuit dernière, après 2 longues nuits de vote, de libération de vote. Le budget est passé, l'État d'Israël a un budget qui va lui permettre d'entamer des réformes importantes. Est-ce que cela signifie sur le plan politique que ce gouvernement n'a aucun moyen de chuter d'ici au moins la passation de pouvoir prévue en août 2023 entre Bennett et Lapid? Non. Ce gouvernement a beaucoup de possibilités de chuter. Comment? Mais bien, parce qu'il est composé de 7 ou 8 partis complètement différents qui tirent chacun de son côté. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quand même important pour ce gouvernement. Parce que j'aimerais le mettre dans une espèce de perspective. Ce gouvernement existe depuis 5 mois et il avait tout l'air d'un gouvernement temporaire. Et maintenant, lorsqu'il a réussi à passer
ce budget, il peut arriver aux fins de son terme. Ça va être extrêmement difficile. Mais c'est pour la première fois, Daniel, pour la première fois que le gouvernement a prouvé qu'il pouvait surmonter un obstacle politique considérable. Pour la première fois. Les premiers 5 mois, c'était comme une espèce de période transitaire. On dit, oui, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, on sait que le gouvernement est capable de faire passer à majorité absolue un budget. Cela ne veut pas dire qu'il a maintenant trouvé une solution à tous les nombreux problèmes qui existent. Et vous m'avez demandé, est-ce qu'il va tenir le coup? Je ne sais pas s'il va tenir le coup. Il peut tenir le coup et il peut très bien se désintégrer dans quelques mois. Mais c'est pour la première fois qu'on a l'impression qu'on a un gouvernement plus stable. Parce que les 5 premiers mois, on regardait ce gouvernement plutôt comme un gouvernement de transition qui nous mènerait peut-être, s'il n'arrivait pas à passer le budget, à de nouvelles élections. Bien maintenant, le budget est passé, il n'y a pas de nouvelles élections, mais il n'y a aussi aucune garantie que ce gouvernement puisse tenir 4 ans. Est-ce que cela, ce vote du budget de l'État, cela accorde, on va dire, une plus forte légitimité à un Premier ministre qui, on le sait, est à la tête d'un petit parti et dont la légitimité est parfois remise en cause? Est-ce que vous pensez que, de par le fait que Bennett a réussi à faire voter ce budget de l'État, cela augmente son capital de légitimité? Sans aucun doute, c'est un succès pour Bennett et pour Lapid. Il faut bien le dire. C'est un succès, c'est pas facile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 8 partis qui tiraillent chacun d'un côté et de l'autre. C'est extrêmement difficile. C'est une vraie prouesse politique. Mais pour répondre à votre question, Daniel, est-ce que cela va donner légitimité? D'ailleurs, légitimité, Bennett est légitimement le Premier ministre d'Israël. Son problème est un problème de perception. Est-ce que le public va le percevoir vraiment comme un Premier ministre? Comme il a perçu, je ne sais pas, Netanyahou, Sharon, Rabin. Est-ce qu'il va prendre cette envergure de Premier ministre? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas encore répondre. Parce que, comme je vous l'ai dit, les premiers 5 mois étaient une période transitaire. On va voir comment il va gérer ce futur, s'il va être en état vraiment de bâtir l'image d'un Premier ministre, l'image non seulement d'un PDG, comme il y avait jusqu'à maintenant, mais d'un Premier ministre fort, d'un Premier ministre politiquement fort. C'est extrêmement difficile avec un parti de 7 membres et une coalition de 8 partis. Mais maintenant, pour Bennett, c'est certainement un nouveau début et on va voir qu'est-ce qu'il en fait. Alors, la grande question que l'on se pose maintenant, c'est que va faire l'opposition et surtout que va faire Binyamin Netanyahou. Si vous étiez à la place de Binyamin Netanyahou dans ce genre de circonstances, est-ce que vous auriez jeté l'éponge et peut-être vous tenter de vous faire oublier avant de revenir peut-être sur le devant de la scène une fois que vous avez réglé vos problèmes, les problèmes juridiques, etc. Ou alors vous seriez resté sur la roue politique, comme disait Sharon, cette roue qu'il ne faut jamais tellement quitter? Écoutez, heureusement, je n'ai pas à faire ces décisions pour Netanyahou. C'est vrai que sa position est maintenant plus difficile, mais jusqu'à arriver à la conclusion qu'il lui faut maintenant jeter l'éponge et quitter, on est bien loin. On est bien loin. Et d'ailleurs, Netanyahou, c'est un combattant, c'est pas quelqu'un qui jette l'éponge. Mais ce que là, il peut y avoir de vrais problèmes pour Netanyahou au sein du Likoud. Ça, oui. Comme vous le savez, Edelstein a déjà déclaré son intention d'être candidat au poste du Premier ministre. Je m'imagine que maintenant, il y en aura d'autres. Je vois Israël Katz, je vois Barkat, peut-être même Avi Dichter, peut-être même Miri Regev, qui sait. Et donc, oui, la position de Netanyahou s'est un peu effritée après le passage
du budget, mais pas effrité au point où il doit, comme vous l'avez dit, Daniel, jeter l'éponge. Je ne crois pas, et c'est d'ailleurs pas dans son caractère. Netanyahou ne se rend jamais. Mais il va avoir maintenant à combattre, politiquement j'entends, à combattre au sein du Likoud pour préserver sa présidence. Ça oui, je ne sais pas quand ils vont avoir des élections au Likoud, quand vont se tenir les primaires au Likoud, mais maintenant les yeux vont être dirigés vers ce qui se passe au sein du Likoud, précisément pour répondre à votre question. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions en cette fin de semaine très mouvementée sur le plan politique et même, on le voit donc, sur le plan diplomatique. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Chodesh Tov, on le souhaite. Daniel. Chodesh Tov et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.